Bonjour, rebonjour chers collègues. Là, il est bien l'heure d'entamer la dernière session de la journée, donc le tout dernier sprint. Et donc, Nicolas Melado va nous présenter son travail. N'hésitez pas à lui poser des questions, que ce soit en direct ou en différé sur Discord. Nicolas, merci. Merci à toi et bonjour à tous. Je vous remercie de suivre cette session. Aujourd'hui, je vais vous parler donc d'analyse de nuages de points acquis. Donc, rapidement, le talk sera en deux parties. Précision sur le contexte d'abord et ensuite on rentrera sur la partie analyse et cette notion de scale space. Donc l'objectif des travaux présentés aujourd'hui, c'est de permettre l'analyse et le traitement de nuages de points comme celui-ci. Donc les travaux sont modifiés par le développement des méthodes d'acquisition 3D, photogrammétrie, lidar, caméra de profondeur. On a vu plusieurs exemples ce matin d'acquisition et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les capteurs de 3D sont embarqués sur des satellites, des avions, des voitures, des robots, même sur des aspirateurs, sur vos téléphones, etc. Donc, on a des capteurs partout qui numérisent en permanence beaucoup d'informations et globalement, l'information numérisée est largement sous-exploitée par rapport au contenu qu'on vient acquérir. Là, vous avez un exemple de nuage de points composé de milliards d'échantillons. Donc, c'est une donnée qui a été numérisée par Archeovision, qui est une unité de service CNRS basée à Bordeaux, qui fait de l'acquisition et de la 3D pour le patrimoine. Et ce qui est intéressant, c'est que un nuage de points comme celui-ci décrit une information qui est géométriquement très très complexe et en fait même le niveau de détail qu'on a dans cette donnée est même plus important que dans de nombreuses données modélisées. Par exemple ici on a une captation à l'échelle millimétrique sur la totalité du bâtiment, à l'extérieur et à l'intérieur dans toutes les pièces, etc. Et donc cette complexité de l'information, elle induit des problématiques spécifiques et nouvelles qu'on va essayer auxquelles on s'intéresse dans cette présentation. Pour essayer de formaliser un petit peu le besoin, ce qu'on cherche à faire, c'est passer d'une collection de points, des échantillons 3D qui échantillonnent une surface d'un objet physique. On veut passer de cette collection de points à une description, je dirais, intelligible de la géométrie de la scène. Moi, lorsque j'observe ce nuage de points, je vois une pièce avec au milieu un tombeau sur lequel sont représentées des statues. Bon, évidemment, aujourd'hui, on ne s'intéresse pas à l'aspect sémantique, mais plutôt à la caractérisation de la géométrie de tous ces éléments. Comment est-ce qu'ils sont agencés, comment ils interagissent entre eux. Second objectif, c'est la notion liée au continuum multi-échelle. Si je saute en parachute depuis un satellite, en tenant à la main un scanner 3D, je vais pouvoir, avec mon super capteur, numériser un pays, puis au fur et à mesure que je descends, une région, une ville, une rue, une voiture, le toit de la voiture, et juste avant l'impact, sa microgéométrie. Bon, même si on évite de faire ce genre de choses en pratique, en fait, aujourd'hui, on sait numériser et agréger des données sur un spectre de plus en plus large de ce continuum. C'est-à-dire qu'avant, il y a encore quelques années, on numérisait un objet, voilà. Maintenant, on est capable d'avoir justement des bâtiments entiers ou des quartiers entiers à une échelle de l'ordre du millimètre. Et donc, cette information-là, on veut pouvoir la traiter. Ensuite, il y a un point qui est important dans ce qu'on va chercher à faire aujourd'hui, c'est qu'on vise à garder la possibilité de garder l'utilisateur dans la boucle de traitement. Pourquoi c'est important? C'est que souvent ces données aujourd'hui, elles sont acquises dans un contexte de travail avec des experts et ce qui peut être simple pour certains experts peut
peut être difficile en fait à formaliser et à représenter pour une machine. Dans ce contexte-là, on a une contrainte qui est assez particulière. On veut avoir une caractérisation des géométries qui est dense. Contrairement à ce qu'on a pu voir ce matin, où on a voulu extraire par exemple des singularités dans la donnée. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant, mais les utilisateurs aussi sont intéressés pour augmenter la donnée de manière pour n'importe quel point arbitraire en fait. Autre point important, c'est la capacité c'est la volonté de caractériser les propriétés géométriques à n'importe quelle échelle. Si aujourd'hui je numérise un bâtiment avec un certain capteur, l'échelle la plus grande, ça sera l'échelle du bâtiment. Si demain j'arrive avec un capteur et des méthodes qui passent mieux à l'échelle et que je peux numériser le quartier entier, ce qui était avant une grande échelle devient une échelle moyenne. Et en fait, il n'y a pas de limite en fait sur ce qui est une échelle haute et une échelle basse, et donc on veut avoir des outils d'analyse qui passent de manière simple d'une échelle à une autre. Évidemment, on veut être efficace, c'est-à-dire qu'on veut aussi être robuste aux artefacts d'acquisition et à la complexité de la donnée qu'on cherche à traiter. Les challenges qu'on va rencontrer, c'est que déjà la plupart des techniques d'analyse sont en général concentrées sur une partie du spectre multi-échelle. Contrairement donc si par exemple je veux faire de l'analyse locale, je vais faire de la géométrie différentielle par exemple. Si je veux faire du global, je vais faire des décompositions en harmonique, etc. Ce qui manque, c'est un peu un outil comme on a vu ce matin sur l'analyse de la topologie, qui est capable d'analyser des échelles totalement différentes et de manière unifiée. Ça, c'est quelque chose qui manque aujourd'hui. Je vais vous montrer une vidéo maintenant sur la petite vidéo en haut à droite là, qui vient d'une série qui s'appelle le relief de l'invisible, où on utilise des outils qui permettent de zoomer sur la matière. Et donc là, on va dézoomer. On va passer de ce facteur de zoom très élevé à une photo classique prise avec un appareil photo. Et ce que vous allez voir, c'est que même si le zoom change de manière continue, l'information semble découpée en différentes échelles. On semble voir différentes structures et on a l'impression de passer d'une structure à une autre. En fait, dans notre contexte, la question, c'est comment est-ce qu'on peut trouver ces échelles qui ont l'air de contenir de l'information dans la donnée, comment on les détecte, comment on les définit, et comment on caractérise aussi les transitions entre ces échelles, et les géométries en fait, qui sont représentées par ces structures. Donc le groupe de recherche qui travaille sur ça aujourd'hui, donc on est à Toulouse dans une équipe qui s'appelle Storm. Loïc et moi sommes impliqués dans ce travail. Actuellement, on a deux thèses, une qui se finit et une qui doit bientôt démarrer normalement, si on obtient les financements. Voilà, c'est une thématique qu'on développe ici à Toulouse. On collabore aussi avec l'UMS Archéovision, dans laquelle je suis chercheur associé. Eux, ils ont une double casquette, puisqu'ils sont à la fois fournisseurs de données, puisqu'ils numérisent au quotidien en fait des bâtiments, même des villes ou parfois des objets. Donc ils produisent cette donnée-là, mais ils sont aussi utilisateurs finaux parce qu'ils travaillent avec des archéologues pour cette donnée est utilisée pour valider des hypothèses archéologiques, etc. Donc ils ont cette double casquette qui est assez intéressante. Donc on a des bons remontées, des outils nécessaires sur le terrain. En termes d'outils, ce qu'on développe, on essaie de le diffuser dans des bibliothèques open source. Donc vous avez les références ici. On publie aussi un jeu de données qui est accessible en ligne, dont j'ai parlé au GTMG il y a quelques temps, et on a un peu de matériel pour faire de la numérisation. Voilà, donc maintenant je vais passer un peu à la partie scientifique du talk, sur la partie scale space. Donc l'idée c'est que donc on voit les points d'un nuage de points pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des échantillons de surface. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est caractériser les propriétés de la surface qui est échantillonnée. Pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser des outils de reconstruction de surface. Donc on va pas chercher, nous, à reconstruire la surface, on va utiliser des outils qui existent déjà, qui sont connus pour être robustes, pour passer à l'échelle et pour être efficaces.
Et on va ensuite étudier les propriétés différentielles de cette surface, de ces surfaces, à plusieurs échelles. Je vais y revenir. Donc on utilise des représentations implicites. Donc très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, une surface implicite, c'est un isoniveau d'un champ scalaire. Donc là, je l'illustre en 2D, hein, mais c'est la même chose en 3D. Nous, on est sur des surfaces qui sont définies comme étant les zéros isosurfaces d'un champ scalaire. Ce qui est intéressant avec cette représentation-là, outre le fait qu'on sait bien les reconstruire, c'est qu'elles on peut dériver en fait ces champs scalaires, et à proximité de la surface, en dérivant le champ, on dérive aussi on peut calculer certaines propriétés de la surface. Par exemple, le gradient du champ scalaire est un estimateur du vecteur normal de la surface reconstruite. On a aussi des opérateurs de projection. Pourquoi c'est intéressant? C'est qu'en fait, on va pouvoir modifier les points d'entrée pour ensuite faire de l'édition, pour faire du lissage, etc. Les inconvénients liés à ces représentations, c'est qu'on n'a pas de représentation explicite de la surface. On peut les construire en utilisant des algorithmes comme les marchés cubes, par exemple. Et de manière un peu plus embêtante parfois, c'est l'absence de métrique sur la surface, contrairement à un maillage. On peut faire des approximations locales à base de graphes de voisinage pour estimer ces métriques. Le schéma qu'on utilise pour faire la reconstruction de surface, c'est un schéma qui s'appelle les moving least squares. Donc là aussi rapidement, l'idée des moving least squares, c'est de venir ajuster une primitive au voisinage d'un point. Donc vous avez le point rouge, vous collectez un voisinage d'une certaine taille, et cette taille en fait définit l'échelle, c'est le niveau de lissage que vous appliquez à vos données. Vous faites un ajustement au moindre carré d'une primitive, quelle qu'elle soit, et vous projetez votre point d'évaluation sur cette primitive. C'est le terme moving. Et en fait, on répète ce processus jusqu'à convergence, et ça permet de reconstruire des surfaces implicites avec certaines propriétés. Nous, on s'intéresse aux algebraic point set surfaces, qui consistent à ajuster une sphère algébrique et qui ont de très bonnes propriétés de stabilité aux échelles moyennes et de robustesse par rapport à des ajustements de plan, par exemple. Donc, la différence entre une sphère algébrique et une sphère représentée un centre rayon, c'est que la sphère algébrique est composée de 3 termes, un terme constant, un terme linéaire et un terme quadratique. Lorsque la sphère dégénère en plan, ce terme quadratique est équivalent à 0, est égal à 0, on peut passer de la sphère au plan de manière continue. D'ailleurs, vous noterez que l'équation qu'on a ici lorsque UQ est égal à 0 correspond à celle d'un plan traditionnel. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on sait faire ces ajustements de sphère algébrique en forme close, et on sait dériver aussi cet ajustement pour calculer des invariants, des propriétés différentielles. Maintenant, je vais vous parler rapidement de la notion de scale space. Donc ça, c'est une théorie qui a été développée dans fin des années 70, début des années 80, pour faire de l'analyse de signaux paramétrer, donc des images, du son ou d'autres types d'informations. Donc l'idée, c'est de venir lisser le signal de plus en plus. Donc ici, vous avez sur cet axe la paramétrisation du signal, et vous avez sur cet axe l'échelle, donc le niveau de lissage. Et on voit que le signal est de plus en plus lissé. Et le scale space, c'est cet espace-là, où j'ai ici sur cet axe la paramétrisation, et là, le niveau de lissage, mais ce que j'affiche à l'intérieur, c'est quelque chose qui est extrait à partir des propriétés différentielles du signal. Donc ici, ce que vous avez en blanc, ce sont les points d'inflexion du signal lissé à une certaine échelle. Donc si je me mets à sigma k ici j'ai un point blanc qui correspond en fait à un point d'inflexion ici, c'est-à-dire un changement de signe de la courbure. Je passe d'une courbure négative à une courbure positive. Et donc le scale space, il y a plein de variantes qui existent. Ici, ça c'est un curvature scale space qu'on peut analyser de plein de manières différentes. Donc soit en faisant des suivis de points d'inflexion, on peut utiliser d'autres approches comme SIFT par exemple, qui permettent de faire des extractions de propriétés de la forme à plusieurs échelles. Bon, évidemment, si on se repose la question de comment est-ce qu'on va appliquer ça au nuage de points, on a 2 soucis dans notre contexte. Le premier, c'est que là, on a une extraction qui est encore une nouvelle fois qui est
qui n'est pas dense, d'accord? On extrait des points caractéristiques, par exemple. Et nous, dans le cas des nuages de points, on n'a pas de paramétrisation. Donc, ce qu'on a proposé de faire pour passer au nuage de points, c'est de venir analyser les propriétés différentielles de la surface lorsque l'échelle varie. Donc, l'intuition, c'est la suivante. Ici, je vais vous montrer une vidéo où on a des points. Donc c'est un voisinage en noir là. Je vais faire grossir le voisinage et on va observer comment varie le cercle, donc ou la sphère algébrique qui est ajustée sur ce voisinage. Et l'idée c'est qu'on va partir des échelles les plus petites possibles et on va grossir ce voisinage jusqu'à englober la totalité de l'objet. Et ça va caractériser la propriété du point d'évaluation. Ce qu'on voit sur cet exemple synthétique, on a un objet qui est une roue dentée, d'accord, et qui en fait a deux échelles importantes, qui est celle de la dent et celle de la roue. Si je rejoue ça, et que maintenant on observe vraiment la manière dont varie ce cercle-là, on voit qu'au départ, il y a une stabilité, tant que le voisinage inclut uniquement la dent, puis des phases de transition, qui ensuite permettent une nouvelle stabilité qui correspond à la forme de la roue. Donc la manière dont on va caractériser ça, c'est qu'on va reparamétrer légèrement la sphère algébrique dont je vous parlais tout à l'heure en 3 paramètres, taux, état et kappa, taux étant un approximant du champ d'élévation locale entre la sphère qui a été ajustée et les points, état étant un approximant de la normale et kappa de la courbure moyenne. Et en fait, ce qu'on peut faire, c'est on peut calculer la magnitude des dérivés de ces paramètres en fonction du paramètre t qui est l'échelle. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va grossir vraiment l'échelle, on va calculer les dérivés de manière analytique. Et ici, vous avez un exemple de cette fonction qui mesure la magnitude. Donc, c'est une proposition de ce que peut être une échelle pertinente, dans ce que je disais tout à l'heure. Là, on a un objet 3D qui a été construit à partir d'un tore sur lequel on a appliqué un motif de déplacement, un labyrinthe, et un autre motif qui correspond à des lettres. Et si je regarde la valeur de cette fonction de pertinence pour ce point-là, on voit qu'en fait, il y a 3 moments où les dérivés de mes paramètres sont stables en fonction de l'échelle. Donc, ce sont des moments où la sphère que j'ajuste reste stable pendant un certain nombre d'échelles. Et ce qu'on peut s'amuser à faire, c'est que si on peut équiper le point en question avec les valeurs de ces paramètres taux, état et kappa, et calculer une distance dans cet espace de descripteur à cette échelle donnée. Si on fait ça, on va extraire en fait tous les points qui sont sur le labyrinthe, qui sont à l'échelle, à cette stabilité-là. Si je me place à ce deuxième intervalle de stabilité, en fait, et que j'équipe de nouveau le descripteur, les points avec ce descripteur à cette échelle-là, je vais extraire dans ma fonction de similarité le deuxième motif qui correspond aux lettres. Bon, évidemment, là, on est sur des données synthétiques, mais là, vous avez des exemples d'analyse similaire sur la donnée acquise, archéologique, où ce sont des gravures égyptiennes qu'on a pu, ça permet de mettre en avant la gravure. Donc, on a montré comment utiliser ces techniques pour faire de la déformation, de l'édition de forme, en combinant ça avec des représentations en niveau de détail, pour éditer individuellement des structures définies à différentes échelles, pour les détecter et les éditer. Et ce qu'on a montré aussi, c'est que si on fait un échantillonnage en espace logarithmique de l'espace d'échelle, ce qui se passe, c'est que si je sélectionne 2 points qui sont sur une même forme, mais qui n'est pas à la même échelle, donc ça c'est ce qui arrive quand par exemple on a une donnée acquise par photogrammétrie, acquise par échelle arbitraire, et une donnée scan qui est métrée, si je sélectionne un point sous le genou dans les 2 modèles, en fait les descripteurs géométriques mesurés précédemment sont simplement translatés dans l'espace échelle, et en fait en calculant cette translation et en faisant l'appariement, on arrive à faire l'estimation d'échelle relative entre des objets. Donc ça, tout ça c'est intéressant, mais le problème de ces approches-là, c'est qu'on est très basé point, on a 1 point, 2 points, on fait des comparaisons, ça va pas plus loin. Donc il manque un peu une étape de régularisation spatiale où on va vouloir analyser un objet un peu plus dans son ensemble. Donc si je reviens à mes schémas Scale Space, ici vous avez une courbe qui est paramétrée en longueur d'arc, qui est générée en combinant 2 sinusoïdes. Et si vous avez son espace Scale Space, donc la paramétrisation en abscisse et en ordonnée le niveau d'échelle. Et la couleur représente la courbure, concavité, convexité, entre le moment où on est sur du orange ou du bleu respectivement.
Et en fait, si les méthodes ScaleSpace traditionnelles essaient plutôt d'extraire des chemins ou des points clés dans cet espace-là, nous, la chose à laquelle on s'intéresse, c'est plutôt ces zones-là qu'on a schématisées ici, qui correspondent à des stabilités, des moments où finalement ma description différentielle, elle reste relativement uniforme. Et si on s'amuse à regarder les primitives, en fait, la manière dont la surface se reconstruit à ces échelles-là, on observe une décomposition en fait du signal en plusieurs structures pertinentes. Donc là, on a un signal qui est régulier et on a bien une décomposition à des échelles régulières. Donc les travaux que je vais vous présenter maintenant, ils ont été présentés à Eurographics cette année. C'est Thibault Lejean qui a fait ces travaux-là dans le cadre de sa thèse. L'idée, c'est d'étendre ça au nuage de points. Ce qu'on va faire, c'est que pour avoir la stabilité en espace, vu qu'on ne peut pas s'appuyer sur une paramétrisation intrinsèque, on va prendre une approche un peu différente, on va discrétiser le problème, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va segmenter notre donnée. Donc, on prend, c'est une approche très brute force, hein, on va prendre un ensemble d'échelles, on va lisser la donnée à ces échelles-là, on va faire des segmentations à chaque échelle indépendamment les unes des autres, et en fait, ce qu'on va faire après, c'est on va regarder si j'ai pas des similarités entre des segments présents à des échelles consécutives. Donc on va vouloir passer de cette chose-là à cette chose-là qui est davantage structurée, qui est finalement une approximation discrète de ce que j'ai schématisé sur le côté. Donc pour vous donner une vue d'ensemble du pipeline, donc ce qui est bien avec le talk de Julien ce matin, c'est qu'on a eu plein d'explications sur tout ça. Nous, on va pas si loin. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on lisse le signal. À chaque échelle, on fait une segmentation très simple. Donc, on utilise un estimateur de normal sur cette surface et on pose un seuil très simple de variation de normal pour faire des segmentations de plans. Donc, quelque chose de vraiment de très naïf. On sait que ce ScaleSpace évolue de manière continue, donc on s'attend à avoir certaines propriétés de stabilité. Et donc, ce qu'on fait, c'est que chaque segment de la segmentation est représenté comme un nœud dans un graphe. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va lier entre eux des nœuds qui partagent des points d'une échelle à une autre. Et en faisant un peu d'analyse sur les ensembles en fait qui sont transmis le long de ces échelles, on peut extraire des composants relativement stables. Et en faisant leur analyse en persistance, donc là, vous avez un diagramme de persistance qui groupe tous les segments qu'on a fait au départ en trois ensembles, qui sont ces trois ensembles ici, qui correspondent à trois types de structures différentes, définies à des échelles différentes dans la scène. Donc après, ce qui est intéressant avec cette chose-là, c'est qu'on peut le précalculer, ce graphe-là, et après faire des applications interactives où on va faire des requêtes dans ce graphe. Donc on retombe sur de la donnée qui peut être très grosse, mais qu'on va pouvoir utiliser en temps réel. Donc là, ce qui se passe, c'est que l'utilisateur vient brosser une sélection sur un modèle 3D. Et ce que vient faire le système, c'est qu'il vient trouver tous les composants qu'on a pu extraire du graphe, qui sont partagés par les points sélectionnés par l'utilisateur. Et c'est ça qui s'affiche à l'écran. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on reprojette ces points sur ces composants. Donc ce qui est intéressant, c'est que les plans qu'on voit là, c'est pas uniquement un simple region growing ou un best fit sur les points sélectionnés, c'est plus que ça. C'est vraiment les structures qui ont une persistance topologique importante, qui ont été sélectionnées par l'utilisateur. Ça permet ensuite de faire des outils assez intéressants, comme par exemple celui-ci, où l'utilisateur va pouvoir sélectionner un composant comme avant, et demander au système de lui trouver tous les composants qui ont à peu près les mêmes propriétés sous une zone qui a été sélectionnée par l'utilisateur. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire sur de la donnée synthétique. Vous avez un deuxième exemple. Sur de la donnée réelle, donc par exemple, je reviens sur Lance, on a sur la partie avant, on a sur ce petit toit des tuiles. Donc ce que peut faire l'utilisateur, donc il ne vient pas sélectionner d'échelle, il ne vient rien faire de tout ça. Il vient simplement sélectionner une tuile, enfin un ensemble de points qui appartiennent à une tuile. Le système lui propose quelque chose. Et ensuite, les tuiles sont automatiquement proposées par le système.
Enfin, un dernier exemple sur de la donnée photogrammétrique réelle avec une qualité, un rapport signal-bruit assez négatif. Vous avez un exemple de sélection par l'utilisateur. Le système lui propose un premier candidat. On peut en sélectionner un second. Et ensuite, demander au système de lui trouver toutes les régions qui partagent qui ont les mêmes propriétés. Voilà. Donc ça, c'était un premier exemple de travaux, de première chose qu'on fait. On s'est ensuite récemment intéressé à des problématiques de classification. On s'est dit, on veut pouvoir classifier les propriétés géométriques des graphes, des nuages de points, pardon, en utilisant des réseaux de neurones. Ceux qui ont déjà fait des réseaux de neurones avec des nuages de points le savent bien. C'est pas évident d'adapter les architectures existantes aux problématiques aux points. Les points en fait sont pas paramétrés dans une image, donc ça passe pas bien dans les réseaux de convolution. Les points peuvent être permutés sans que ça change la forme, donc ça aussi c'est une problématique pour les réseaux de neurones. Et on peut avoir des échantillonnages qui vont varier, etc. Donc ce que fait en général l'état de l'art, il y a plusieurs approches qui ont été proposées pour par exemple se projeter sur des noyaux de convolution, analyser les graphes de voisinage locaux, etc. Nous, ce qu'on propose, en fait, c'est d'utiliser ce scale space comme un feature vector. Donc, l'idée sous-jacente, c'est que quand on regarde un peu ce que font les réseaux, notamment les réseaux de convolution, les premières couches sont dédiées à extraire des invariants qui ressemblent aux invariants différentiels. Dans le cas des nuages de points 3D, les réseaux doivent être capables finalement comme s'ils reconstruisaient la surface et ensuite ils estimaient ses propriétés différentielles. Nous, ces étapes-là, on sait les faire très bien avec des techniques comme les APSS. Et donc, l'idée, c'est de venir utiliser un modèle a priori pour faire cette reconstruction et ensuite fournir ces données, ces quantités différentielles directement au réseau pour qu'il puisse se concentrer sur la tâche qu'il a à effectuer. Et donc, on s'est concentré à un cas sur une problématique particulière, qui est la détection d'arêtes dans des nuages de points. Donc, c'est quelque chose qui est pas c'est un problème qui est pas très bien défini, parce que quand on numérise des objets, en fait, contrairement à une donnée CAO, par exemple, où vous avez des arêtes vives qui sont bien définies, etc. Dans le cas des données numérisées, les arêtes sont toujours un peu arrondies, on n'a pas forcément des échantillons sur l'arête, etc. Et définir ce qui est vraiment une arête, c'est pas très simple. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on construit en fait des vecteurs de quantités différentielles. Donc pour chaque point, on a un feature vector qui est composé de propriétés différentielles à plusieurs ordres, des courbures moyennes, des courbures principales, etc., etc. Et on envoie ça dans une architecture multiscale qui vient agréger les échelles les unes après les autres. On sait que notre scale space est continu, donc on exploite cette chose-là pour ensuite envoyer ça dans un petit réseau qui va faire la décision. Donc c'est une architecture qui est très simple, qui est très compacte, et grâce à ça, en fait, on peut, vu que le réseau est tout petit, on peut l'exécuter, en fait, il peut apprendre et classifier très rapidement. Donc on est capable actuellement de classifier un demi-million de points par seconde, contrairement à ce que se fait dans l'état de l'art, où on a uniquement quelques milliers de points par seconde. Donc je vais vous montrer quelques quelques résultats dans la vidéo. Donc là, vous avez une classification de l'ANS qui est faite. Donc ça se fait je crois que la classification dure 2 secondes. Le précalcul pour calculer les descripteurs, c'est une vingtaine de secondes sur cette donnée. Donc on a des résultats qui sont comme ceci. Je vais avancer dans la vidéo pour vous présenter une deuxième partie qui consiste à dire que, en fait, étant donné que nos réseaux sont tout petits et peuvent s'entraîner assez facilement, on peut leur montrer très peu d'échantillons. Et donc ce qui est intéressant, c'est que il y a des cas où définir ce que c'est une arête, il n'y a pas de définition absolue. Par exemple, dans le cas d'un chanfrein comme celui-ci, vous pouvez vous dire, en fait, j'ai une arête qui est vraiment le chanfrein, ou alors j'ai 2 arêtes côte à côte. Et donc, ce que permet notre réseau, puisqu'il est tout petit et qu'on peut l'entraîner très vite, l'utilisateur peut peindre quelques exemples et à partir duquel le réseau, en temps réel, va apprendre et classifier l'objet. Donc là, vous avez vraiment des séances d'apprentissage et de classification qui sont shootées en temps réel et qui montrent que finalement, selon la saisie de l'utilisateur, on ne va pas du tout avoir les mêmes détections. Je vais vous montrer ensuite sur de la donnée réelle pour vous montrer un peu ce que ça implique en termes d'édition. Donc là, on a
Pareil, un petit pré-process qui doit, pour calculer les valeurs, qui prend une vingtaine de secondes. Puis l'utilisateur va brosser des exemples en disant, ben voilà, moi je veux que ça soit vu comme une arête. Donc il y a on voit qu'il y a un ensemble d'apprentissage qui n'est pas très précis. Hein. L'utilisateur vient juste brosser rapidement sur le long d'une arête droite ce qui est une arête. Et il montre aussi ce qui n'est pas une arête. Et dès que l'utilisateur relâche la souris, le réseau apprend à partir de cet exemple et vient faire la classification sur la totalité de l'objet. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et là, on a une détection d'arête sur la totalité de l'objet à partir de quelques exemples. Donc là, ça va se calmer un peu. L'utilisateur n'est pas très content, il lui manque des arêtes à un endroit, donc c'est pas grave, il peut repeindre gentiment à l'endroit qui l'intéresse, et le réseau va réapprendre et fournir une classification qui paraît à l'utilisateur plus appropriée. Voilà, sachant que là, les seules données d'apprentissage qu'on a, c'est celles qui ont été montrées par l'utilisateur. Ok, donc j'arrive à la fin de ma présentation. En termes de travaux futurs, ce qu'on cherche à faire, donc c'est, on a déjà des premiers résultats sur des analyses de structures anisotropes. Il y a des gros challenges applicatifs liés à la détection de câbles et de faisceaux de câbles. Donc il y a des choses à faire de ce côté-là. On a également un travail en cours sur l'amélioration des opérateurs différentiels en posant notamment des garanties de convergence de ces estimateurs. Donc ça, c'est en cours. Et ce qu'on va chercher à faire dans les prochains mois, c'est également de faire de l'estimation de ce scale space et de son analyse, pas forcément en temps interactif, mais en temps réel. Finalement, le but étant d'embarquer tous ces traitements directement au niveau du capteur. Donc on a montré ça déjà sur des reconstructions LIDAR monophoton l'an dernier en utilisant des GPU Tegra, des GPU Jetson accolés à des scanners. Et voilà, on veut essayer de généraliser un peu ces choses-là. Et pour le plus moyen terme, ça va être capable de pouvoir simplifier la donnée. Donc, comme on a vu ce matin en analyse topologique, on veut enlever des structures et reconstruire la forme résultante. Et également être capable de comparer les structures de différents jeux de données pour faire de l'appariement, par exemple. Voilà. Donc pour conclure, l'idée des outils qui ont été présentés aujourd'hui, c'est de venir prendre des idées qui viennent de l'analyse scale space, mais qu'on va pouvoir adapter à des données non structurées, donc ces fameux nuages de points 3D, et on va décorréler en fait le nuage de points de la surface qu'il représente en utilisant des techniques de reconstruction de surface implicite. Et le but, c'est vraiment de définir des outils qui soient rapides, efficaces et robustes aux artefacts d'acquisition, qui fonctionnent sur des données très très complexes et qui sont représentés sur des gros nuages de points. Je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais sur l'apprentissage, on était capable là, de traiter des nuages qui faisaient 35 millions de points sur un utilisateur classique sur le CPU, sur une machine classique sur le CPU. Donc on peut aller plus loin si on va sur du GPU et d'autres optimisations. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre. Merci. Merci beaucoup, Nicolas. Donc, est-ce que quelqu'un a des questions? En attendant, j'ai une question tout à fait débile, si vous me permettez. Est-ce que vous avez déjà essayé de traiter avec vos points? Parce que les LIDAR, ça fournit pas que les points 3D, ça fournit aussi des datas de style l'intensité de rebond et des choses comme ça. Ouais. Est-ce que ça vous aide? Est-ce que vous avez joué avec ça ou pas? Alors aujourd'hui, on s'en sert pas comme la colorimétrie non plus. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore fait. Il y a plusieurs pistes pour faire ça. La première, ça peut être de guider les algorithmes de reconstruction de surface. L'intensité peut donner une idée du matériau utilisé, mais aussi de la confiance qu'on peut avoir en un point. Donc ça peut être une propriété intéressante qu'on n'a pas fait aujourd'hui. Donc ça serait sur les parties reconstruction de surface. Et après sur le volet analyse, non, on l'a pas forcément fait, mais effectivement on pourrait rajouter ces fonctions. En fait, on n'a pas considéré les notions de fonctions posées dans ce scale space autre que la géométrie. C'est une piste intéressante à creuser en effet. Merci.
Il y a une question de Basile. Est-ce qu'il existe des outils type subdivision, base? Basile, tu peux développer, s'il te plaît? Ouais, moi j'ai un background multi-échelle sur des fonctions paramétriques dans la tête, et du coup je me suis demandé si tout ce qui a été fait, notamment en analyse de subdivision ou en analyse d'ondelettes, en traitement du signal, qui se base sur qui arrive à construire des espaces multi-échelles paramétrés. Est-ce qu'on se rapproche d'idées comme ça avec les nuages de points ou pas du tout? C'est très ouvert comme question. Ouais, alors je vais essayer de trouver une réponse. Il y a plein de réponses à donner à ça. Alors, pour parler de la subdivision, il existe des techniques de subdivision qui s'adaptent aux nuages de points. Je fais la promo, ça a été développé à Toulouse il y a un certain temps. Des techniques qui sont passées un peu inaperçues d'ailleurs, qui permettent effectivement de faire de subdiviser des nuages de points avec des bonnes propriétés de convergence. Donc ça c'est intéressant. Après, si on se compare à des méthodes comme les ondelettes, etc., la différence, en fait, on est parti du scale space parce que si on part sur des approches basées en ondelettes, on va re-rencontrer finalement le problème de paramétrisation assez vite. Et donc qu'on a contourné ici en travaillant sur en espace d'échelle directement. Donc la théorie scale space est quand même assez proche de ce qu'on va pouvoir faire avec du multi-résolution aussi et des ondelettes. Mais l'adaptation au nuage de points n'est pas si claire. Merci. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Très bien, merci. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui essaient de taper sur le chat. N'hésitez pas à utiliser vos micros. C'est toujours mieux de parler de voix vive. David, il y a une question sur le côté deep. Ouais, merci Nico, très très chouette la présentation. J'avais j'étais impressionné sur les derniers trucs que tu montrais sur l'espèce d'auto-apprentissage en même temps que ta session d'extraction de features. Ouais. Elle est vraiment chouette. La démo, je la voyais pas et elle est super bien. J'avais juste une petite question, c'est que du coup, là, quand tu as travaillé sur un seul objet, une seule image et tu fais du deep learning, ça se rapproche pas mal des trucs un peu self-prior où tu vas renforcer la stabilité de ton réseau en apprenant que sur une image ou une donnée en entrée, c'est un peu ton cas à toi, mais en poussant des vecteurs aléatoires dans le réseau pour utiliser l'auto-stabilisation du deep là, pour ces histoires de prior. Est-ce que ça, c'est des trucs qui s'y rapprochent ou pas du tout? Vous entraînez directement sur la donnée brute, enfin la vraie donnée géométrique issue de l'utilisateur? Ouais. Alors, donc, ce qu'on a essayé, on n'a pas essayé ce que tu as mentionné. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de faire du reinforcement learning. Donc, on a l'utilisateur qui vient donner un premier set d'apprentissage et ensuite raffiner ce set pour le faire évoluer et guider le réseau vers un résultat d'apprentissage. En fait, on s'est rendu compte que ça, en fait, ça biaisait l'apprentissage et ça donnait des résultats assez étranges. Et les réseaux sont c'est tellement rapide de les entraîner que c'est beaucoup plus simple de repartir from scratch à chaque fois. Donc, en fait, là, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on se pose pas de questions. On envoie l'ensemble du set d'apprentissage construit, peint par l'utilisateur, et le réseau s'en débrouille. On n'est pas allé plus loin. Clairement, il y a plein d'ouvertures, donc il faudrait qu'on teste un peu ce que tu as dit. Il faut aussi on s'est rendu compte qu'on pouvait généraliser augmenter le nombre de classes qu'on considérait, et on a même réussi à faire des démos sur d'autres types de structures que des arêtes, détection de coins, détection d'autres choses. Donc on a plutôt orienté les recherches sur ça pour l'instant. Donc voilà. Okay. Oh, mais c'est super. Ouais. Très chouette résultat en tout cas. Merci. Merci. Super. D'autres questions?
Oui, s'il vous plaît. J'aurais une question à propos du bruit et savoir est-ce que l'échelle du bruit elle a une importance par rapport à la détection des patterns? Parce que si on prend par exemple dans l'exemple du Tor, il y a 3 niveaux de détail et suivant l'échelle du bruit, est-ce qu'on va pouvoir capturer les détails qui sont à sous-échelle ou pas? Ouais. Alors ça, c'est une bonne question. Donc effectivement, le coût du Tor, hein, c'était une donnée synthétique qui est vraiment illustrative. Ce qu'on observe, c'est que donc là, ce que je disais là quand je parlais de poser des garanties sur les opérateurs, sur la convergence des opérateurs, on commence à avoir des résultats là où on arrive à savoir. On peut arriver peut-être à montrer quelle échelle de bruit peut être prise en charge par l'estimateur sans causer de déviation de cet estimateur. Nous, ce qu'on observe, c'est que s'il y a une différence d'échelle nette localement entre le bruit et la structure, on va être capable de la détecter. Et ce qu'il y a de bien avec l'approche, c'est que si le bruit varie spatialement dans la scène, vu qu'on est toujours on peut faire une détection au niveau de chaque point, on va avoir des échelles minimales de détection qui vont varier en fonction du bruit local. L'exemple qu'on a, c'est lorsqu'on considère des données LIDAR 360, avec des niveaux d'échantillonnage qui varient en fonction de la distance au capteur. Les points qui sont très proches, qui vont être peu bruités, on va arriver à aller assez bas dans les échelles de ce qu'on peut caractériser en termes de forme. Et pour les points qui sont beaucoup plus éloignés, les premières échelles analysables sont plus élevées parce que il faut passer l'étape du bruit et des problématiques liées à l'aliasing. Ok, merci. Voilà. Bien. Est-ce que nous avons d'autres questions? Parce que là, j'ai vu plusieurs fois Thibaut payer, taper quelque chose sur le chat, mais finalement, le message n'y arrive pas. Ah, si. Pour l'extraction de structures planaires, quelle est la performance au niveau de temps et mémoire? Ok, alors, faut que je réouvre les articles pour aller voir ça. Donc, les précalculs qu'on a aujourd'hui, pour calculer le graphe, de mémoire, on est à une vingtaine de secondes par million de points à faire une fois pour toutes. Ça peut être stocké dans des fichiers ensuite. Et on stocke, donc pour les plans, alors ça c'est pour le calcul du scale space. Je suis en train de vous dire des bêtises là. Ça c'est pour le calcul du scale space. Et ensuite les segmentations sont assez rapides, puisqu'on a pris finalement des segmentations très naïves, mais on est de l'ordre de quelques minutes, grosso modo, pour tous les jeux de données qu'on a montrés, et même justement des jeux de données à 35 millions de points. Donc voilà, on a considéré que c'était quelque chose de raisonnable, qui se fait qu'une fois, qui se stocke, et ensuite on est interactif quelles que soient les applications. Donc pour vous donner, voilà, temps total pour 1 million de points, on est à 10 minutes, une dizaine de minutes, pour tout faire, les segmentations, l'analyse en persistance topologique, etc. Et si on va sur du 35 millions de points, on est un peu plus long là, on arrive à une petite heure de calcul, de pré-calcul. 2 heures de calcul, c'est ça, pour 35 millions de points. Merci. Et donc là, on a encore du temps pour une toute dernière question, parce que après il va falloir enchaîner. Est-ce que nous avons d'autres questions ou pas? Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. 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 Donc je reviens sur ton exemple avec la roue crantée, où on voyait un cercle ou une sphère qui de temps en temps, qui se stabilisait en fonction de l'échelle reculait. Et je me demandais si vous aviez essayé ça avec des courbes ou des surfaces très rugueuses pour essayer, parce que c'est vrai que ça m'intéresse pour percevoir la rugosité à différents niveaux d'échelle, et si vous auriez, donc si dans ton scale space, il y aurait des manières d'apparier les parties rugueuses en fonction de l'échelle. Ouais, ça c'est une super bonne question. En fait, on avait commencé à regarder ce qu'on a fait de plus proche, c'était les analyses de gravure, où on avait des objets qui étaient très rugueux, donc des pierres, sur lesquelles des personnes avaient gravé des structures, donc il y avait
qui étaient anisotropes, en fait, donc des gravures. Et en fait, on avait une décomposition assez claire, même si les échelles étaient les mêmes, entre la partie rugueuse sans gravure et la partie avec gravure. Mon intuition, c'est que si ces rugosités sont régulières, en termes de spatialement, on va vraiment avoir des signatures très claires dans le scale space et on devrait être capable de les détecter et de les séparer et de mesurer des statistiques dessus. Après, il faut voir, faudrait essayer, mais je pense qu'il y a des choses à faire. Ça doit être possible. Ouais. Merci. Non, par exemple, je pensais à des trucs fractals aussi, ça peut faire des choses assez rigolotes. Ouais. Ça, c'est des trucs qu'on m'a dit plusieurs fois. On n'est pas encore allé voir, mais voilà, c'est clair, ça serait intéressant. D'accord. Après, c'est vrai qu'avec les surfaces implicites, c'est des choses plutôt lisses que vous avez. Après, de toute façon, même si la fractale est lissée à un certain niveau, la structure lissée à une certaine échelle représente quand même quelque chose. Donc, ce qu'on a observé, c'est que même si à la base ces représentations de surface sont faites pour des échelles assez basses, même quand on monte forcément dans les échelles, les descripteurs géométriques qui sont estimés arrivent à rester arrive quand même à caractériser en quelque sorte la forme. Donc on doit peut-être arriver à faire des choses.